Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans notre émission Écoutez pour comprendre, nous allons écouter une gynécologue qui va nous parler de sa profession, qui va nous parler de l'arrivée de nos petits dans ce monde de brut, en espérant que ça vous permettra d'apprendre des éléments, mais ce que nous demandons avec insistance, il faut écouter pour comprendre. Mes respects, madame. Bonjour Florent, merci de m'avoir invité. Donc vous êtes madame Ottilia Ferreira, je n'ai pas écorché votre nom. Vous ne l'avez pas écorché, ça a été parfait. Donc vous êtes dans le monde, je dirais, médical. Absolument. Vous êtes, disons, par rapport à votre profession, la première personne qui va arriver dans ce monde de brut, nos enfants. Oui, mais au sein d'une équipe, oui, Florent. Mais vous qui voyez avec l'équipe, quelle est votre première impression à votre descente d'avion? Écoutez, je trouve que j'ai eu la chance de faire le plus beau métier du monde. C'est-à-dire d'être justement ça, d'être là au moment de l'accueil, lorsque le premier pied se pose pour l'enfant, mais surtout d'être là avant, durant toute la grossesse, pour faire en sorte qu'il arrive le mieux possible sur Terre. Et il est content de vous voir. Je ne sais pas. Ils m'ont jamais rien formulé dans ce sens-là. Mais nous, on est content de les voir. Nous aussi, on est content. Content de voir arriver un enfant. Content déjà de voir une femme enceinte. Elle est très belle, une femme enceinte. Là, aujourd'hui, on la voit, et puis au fur et à mesure, petit à petit, les choses avancent, et finalement, la naissance. Et ce petit, une fois né, nous devons l'accompagner jusqu'à sa majorité, mais surtout bien l'alimenter. Qu'en pensez-vous? Alors, on doit bien l'alimenter. Moi, je dirais on doit bien le nourrir, parce qu'il n'y a pas que l'aliment substrat, il y a l'aliment intellectuel, philosophique, pour sa relation au monde, sa relation aux autres, etc. Donc oui, notre mission, elle est de les nourrir de tout. Et effectivement, l'alimentaire, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, est une voie essentielle pour bien les accompagner. Pourquoi j'ai prononcé le mot aliment? C'est que j'ai pensé à l'allaitement. Un beau tableau. Une femme qui allaite, un bébé qui reçoit son aliment. Aujourd'hui, on est à quel stade? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on est toujours vers les maternelles naturelles ou ça bifurque? Alors, autour de l'allaitement, on a vu arriver un mouvement qui venait des États-Unis, qui s'est imposé en France et qui était porté par la Leche League, qui était plus ou moins assimilé à un groupe un peu extrémiste, plutôt droite, etc. Et qui, dans les années 80, s'est imposé dans toutes les maternités. Ils ont hyper bien joué avec du lobbying intéressant et très très bien conduit. Et ils ont pénétré tous les espaces de toutes les maternités parce qu'ils s'appuyaient sur quelque chose qui est une valeur maintenant incontournable, c'est la qualité naturelle du lait maternel qui est bien supérieure à tous les laits maternisés. Et du coup, la Leche a porté ce discours-là. Le gouvernement se l'est aussi approprié, mais partant sur des bases scientifiques honnêtes. On a vu arriver en France aussi un mouvement que je trouve un peu extrémiste et sur lequel il faut être prudent, c'est de dire allaitement maternel pour toutes, contraint et obligatoire. Et moi, ça me pose souci parce que je veux que la femme puisse choisir. Alors qu'elle puisse choisir, mais comme je vous disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éveil des consciences et que les gens décident en âme et conscience et pas par des dogmes ou par des choses qu'on leur impose. Et donc, bien sûr que je partage tout à fait l'idée que le lait maternel est bien supérieur en toute qualité, notamment il apporte à l'enfant une protection en anticorps qu'il utilise pendant les 6 premiers mois de sa vie, ceux qui sont transmis par sa mère, et lui n'a pas encore d'immunité active avant l'âge de 6 mois. Donc le temps du relais de cette immunité, il est bon qu'il soit protégé par ce que lui donne sa mère. Mais je trouve insupportable pour une femme de recevoir le dogme « tu allaiteras mon enfant ». Je veux qu'elle ait le choix. Et si elle ne veut pas allaiter, quelles qu'en soient les raisons, bien sûr, on va lui expliquer scientifiquement
quel est l'intérêt de l'enfant, enfin où serait l'intérêt de l'enfant, mais dans l'allaitement, il y a l'intérêt des deux, c'est-à-dire qu'ils sont deux dans cette histoire. Il y a l'enfant qui reçoit et il y a la mère qui donne, et la mère, je veux pas qu'on la transforme en système nourricier, point barre. Donc c'est pour ça que je mets juste une toute petite réserve, mais évidemment, le lait maternel est bien supérieur en qualité au lait maternisé, ça va de soi. Ce lait maternel, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas entaché? Ah, mais il n'y a pas que le lait maternel, vous savez, avant que les enfants ne naissent, pendant toute la vie, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes vigilants parce que je suis gynécologue obstétricienne, donc avec le suivi des grossesses, et nous nous battons fortement sur la qualité de l'environnement maternel dans lequel baignent les enfants durant leur vie fétale. On sait que la mère est un terreau et donc si elle consomme mal, si elle subit des attaques, mettons-le entre guillemets les attaques, mais tout de même, je pense que ça mérite vraiment ce terme-là, à la fois chimique, environnemental, psychologique. Oui, psychologique, mais là je parlais pour les effets délétères des composants et de ce qu'elle croise. Et bien si cette femme consomme des produits de manière involontaire, qui portent de la toxicité, elle les transmet à son enfant in utero. Donc c'est pour ça que pas que l'allaitement maternel, la femme sans le savoir transmet durant toute la grossesse beaucoup de choses délétères pour l'enfant. Et en Martinique, on l'a vu parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, Canaries, etc., sur chlordécone. Qu'en est-il des enfants? Sont-ils touchés ou pas? Sont-ils in utero par le portage de chlordécone par le sang maternel? On a conclu que oui, mais il n'y a pas que la chlordécone. Il y a tous les, bien sûr, et nous, obstétriciens, ici comme ailleurs, en Martinique comme ailleurs, le caractère délétère nocif de la chlordécone, il est partagé par 1000 autres produits. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de soustraire autant que faire se peut la maman, la future maman, à l'influence de ces produits-là. Bon, je pense qu'on aura le temps, si vous le souhaitez, Florent, de l'aborder un peu plus longuement, qui sont les perturbateurs endocriniens dont vous, Florent, vous connaissez bien l'existence et vous savez très bien ce que c'est, mais éventuellement, si vous le souhaitez, on pourra en faire une courte définition pour que la chose soit entendue de toutes et de tous. Ce serait intéressant que le téléspectateur, la téléspectatrice, enfin les deux, le couple, puisse écouter pour comprendre ce que c'est que perturbateur endocrinien. Oui. À quel moment il ingère et à quel moment ça commence à devenir grave pour tout le monde. Alors, perturbateurs endocriniens, ça peut paraître un mot savant et un mot difficile à comprendre. Alors, je vais prendre juste quelques minutes pour, de manière très très simple, expliquer ce que c'est. Nous avons dans notre organisme des produits, des substances qui sont des hormones. Alors, c'est quoi l'hormone? C'est quoi la définition d'une hormone? Une hormone, c'est une substance qui est produite à un endroit de l'organisme par un organe et qui va agir sur des cibles à d'autres endroits de l'organisme et pour certaines de ces hormones à l'endroit où elles sont sécrétées. Mais la plupart cheminent via le sang circulant pour aller atteindre des cibles à d'autres endroits de l'organisme. Alors, nous en connaissons toutes et toutes. Par exemple, la thyroïde. La thyroïde, vous savez où elle est placée. Elle est placée ici à la base du cou. C'est une toute petite glande. Elle sécrète des hormones thyroïdiennes. Et ces hormones, elles vont agir sur des cibles périphériques à tous endroits. Quand vous avez des désordres de la thyroïde, une surexpression hormonale, donc beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes ou une sous-expression hormonale, eh bien vous avez les maladies qui s'installent avec tous les troubles qui vont avec. Donc ces hormones sont bien sûr, je vous ai dit, la thyroïde. Il y a les hormones sexuelles
qui sont pour les femmes les estrogènes et la progestérone, et pour les hommes la testostérone et les androgènes. Alors, il faut savoir que vous êtes, messieurs, beaucoup mieux lotis en androgènes que nous les femmes, mais nous en possédons aussi un peu qui sont sécrétés par nos surrénales. Les surrénales sont donc aussi un organe endocrine. Ça sécrète le cortisol qui régule notre bien-être, l'équilibre de la tension, la température, etc. Et toutes ces hormones circulent en des quantités mais minuscules, dérisoires, c'est des quantités infinitésimales. Et elles ont une efficacité d'action qui est remarquable, c'est-à-dire pour des toutes petites quantités, vous avez des rushs d'effets, puisque, par exemple, pour revenir à ce qui nous concerne autour des femmes, les hormones d'estrogène et progestérone, eh bien, ces hormones bien agencées donnent le cycle menstruel et vont permettre deux choses, à la fois la mise en place du cycle et la maturation au niveau des ovaires des ovocytes qui vont être fécondés par les spermatozoïdes. Donc des quantités fines, faibles, très fragiles, et donc on peut comprendre que lorsque un produit exogène qui n'appartient pas au fonctionnement normal tel qu'attendu et espéré vient s'impacter, c'est les fameux perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont des produits et des substances extérieures et qui viennent agir sur la production par la personne de ses propres hormones. Comme ce sont des toutes petites quantités, une variation fût-elle minime, un effet fût-il pourrait-il nous sembler assez faible, il va avoir des conséquences hyper importantes. Donc, c'est ça les perturbateurs endocriniens. Alors, il y a aussi, ils ne jouent pas que sur, comme je vous disais, les hormones surrénaliennes, la thyroïde et les hormones de la reproduction, enfin les hormones sexuelles. Ils agissent aussi au niveau du pancréas. L'hormone que tout le monde connaît au niveau du pancréas, c'est l'insuline. Et l'insuline aussi subit des perturbations. Donc, tout notre système endocrinien, l'hormone, c'est ce qu'on appelle le système endocrinien. Et donc, tout notre système endocrinien est une cible privilégiée de ces perturbateurs endocriniens. Je pense qu'on va un peu voir de quoi il s'agit et qui ils sont pour mieux les éviter et faire en sorte qu'ils ne nous fracassent pas trop. Tous ces éléments qui nous perturbent la vie, on les trouve où? Oh, Florent, partout. Je suis violente quand je vous dis ça. Nous sommes cash. Partout. Dans la maison, dans la moquette, dans les meubles, dans tout ça. Tous les produits qu'on utilise d'une manière générale. Absolument. La belle odeur, la bonne odeur qu'on prend dans la voiture, très neuve. Quand on dit de ne jamais rentrer dans un véhicule qui est au soleil, sans ventiler, de ne pas lancer la clim tout de suite, il faut ouvrir le véhicule, ventiler. Eh bien, c'est un réflexe, on saute dans la voiture, la clim, tout, et puis bonjour les dégâts. Alors, on peut avoir d'autres éléments. En dehors de ces perturbateurs endocriniens, nous avons aussi les hormones de croissance. Nous voyons les effets aujourd'hui sur notre société, qu'on trouve dans toutes nos viandes. Ça vous fait quoi? Alors, ils sont effectivement partout. J'aimerais beaucoup, et c'est mon rêve, c'est que dans la décennie qui vient et dans ce siècle où nous sommes rentrés depuis peu, et que ce soit réellement là que soit porté le fer et que la bagarre soit faite contre ces perturbateurs endocriniens. Vous savez, c'est une notion qu'on a scientifique depuis quelques années. Les politiques ont du mal à s'en emparer. Le premier politique qui en a parlé de manière volontariste, en affichant son souhait de les éliminer, mais ça c'est un doux rêve, mais en tout cas de les diminuer fortement. De les écarter de notre vue. C'est Emmanuel Macron, et je trouve que c'est bien qu'un président, lors d'une campagne présidentielle, lors de la campagne de 2017, c'est le premier qui a couché dans son programme présidentiel le terme perturbateurs endocriniens. Et j'étais ravie de voir ça surgir. Avec un investissement par rapport au budget, et il l'a fait.
je vais vous raconter un peu plus loin, notamment ce qui se fait dans le domaine des maternités. Et donc, on les trouve partout. Alors, on les a identifiés. Tout le monde connaît les noms. On va les redire juste. Le bisphénol A, les phtalates, les parabènes, les retardateurs de flamme, ce que vous disiez. Donc, les organochlorés, les pesticides. Donc, voilà un peu un joli panel. Un tout petit panel. Donc, vous voyez bien qu'ils sont partout. Les bisphénols, on les trouve où? On le trouve, alors on en a beaucoup parlé par rapport les conseils par rapport aux enfants, puisqu'il y a eu une campagne interdisant l'utilisation du bisphénol A dans les biberons. On le trouvait dans les biberons en plastique, et donc pour encourager les mamans à glisser vers des biberons en verre, qui les mettent à l'abri de ce bisphénol, enfin qui mettent les bébés à l'abri de ça. Mais on les trouve dans les boîtes de conserve. Ce qui... la surface de la boîte. Ouais, la surface intérieure. La partie blanche. Absolument. Il y a du bisphénol A. Les phtalates, les parabènes. Alors, les phtalates, c'est les plastiques, grosso modo. Toutes nos bouteilles. Les parabènes, c'est les cosmétiques et la parfumerie. Et on sait que plus de 60% des produits cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Et pourtant, on ne se prive pas de les utiliser et de se parfumer. Les pesticides, on connaît, mais on parle souvent des pesticides, mais il faut y rajouter les herbicides et les insecticides. Je les mets dans le même paquet. C'est le même package du point de vue de ces produits utilisés dans l'agriculture ou même au domicile. Absolument. Vous voulez le mot, Florent. J'allais vous dire, en agriculture ou dans notre propre usage, cette belle occupation qu'est le jardinage, il n'y a pas plus délétère que ça, si on ne fait pas attention. Donc, on les trouve donc dans tout ça. Et alors, quels sont les effets? Je vous disais tout à l'heure, les effets sur les hormones, donc les dérèglements hormonaux. Chez nos enfants, ça, c'est plein de choses. Chez nos enfants, c'est... et en effet, conjugué, il y a quelque chose dont on ne parle pas. Vous avez dû lire ça. On note une baisse du QI moyen de nos enfants. Oui. Quelle que soit la qualité et les efforts faits par l'éducation nationale pour préserver le niveau de... J'ai beaucoup lu aussi sur la puberté précoce. Oui, mais je vais vous dire, mais d'abord le cognitif. Le cognitif, effectivement, avec cette histoire de perturbateurs endocriniens, on a constaté une chute du QI de 8 points. C'est pas rien, 8 points en QI. Donc, de manière générale, mondiale. Donc, voilà. En sachant que nos sociétés occidentales, donc riches, et toutes les sociétés riches, sont plus sujettes aux effets délétères de ces perturbateurs endocriniens. Encore que l'Afrique n'y échappe pas. Et parce que ça, c'est dû, comme on a vu tout à l'heure, les effets les produits où on les trouve, on n'a pas cité un élément, on les trouve dans les jouets. Beaucoup dans les jouets. Beaucoup dans les jouets. Et les jouets en plastique, et donc les jouets les moins chers, ceux que l'on propose aux personnes qui sont en plus grande difficulté pécuniaire, et c'est un scandale. C'est-à-dire que ce sont les enfants de pauvres qui sont les plus contaminés par ces perturbateurs endocriniens. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas que personne ne s'intéresse à tout ça. Il y a l'aspect social. Donc, les jouets, vous l'avez évoqué, Florent, et je voudrais insister là-dessus, ce que nous donnons à nos enfants dans nos écoles, comme mobilier, les petites chaises sur lesquelles ils s'asseyent, les petites tables sur lesquelles ils s'installent, mais les cours de récré, les tapis de sol, tout ça, il s'est bourré, mais bourré de perturbateurs endocriniens. Le terrain de foot synthétique, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a dans le terrain de foot synthétique? Il y a toute une étude sur ça qui est sortie. Oui. Je me bats là-dessus aussi. En fait, ce sont des dérivés des pneus donc qu'on utilise, et il faut qu'on glisse vers autre chose que cela.
C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'on remplace ces terrains de sport. Il faut qu'on remplace ces terrains de sport par des produits plus naturels. Et nous pouvons avoir des surfaces de sport pour nos enfants à base de liège, à base d'enveloppes de coco. Enfin, je veux dire, on a toute une production. Il y a tout un panel de produits naturels. Oui, et sains à offrir à la population, à développer de manière contrainte et qu'il faut investir. Donc, on a parlé du cognitif. On a parlé des jouets. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces perturbateurs endocriniens? D'abord, sur toute la population. Ça nous donne quoi? Ça augmente les maladies chroniques. Alors, on les connaît toutes. Les maladies chroniques, hypertension, diabète, obésité. Bon, le triptyque est là. Il est bien nourri par les perturbateurs endocriniens. Il est visible partout, ça c'est clair. Deuxième aspect, les maladies neurodégénératives. Alors, on parle tous de l'évolution sans limite de la maladie de Parkinson, de l'Alzheimer. Ben oui, merci les perturbateurs. Ils y sont aussi pour quelque chose. Il y a les cancers, bien sûr, et surtout les cancers hormonodépendants, c'est-à-dire chez la femme, les cancers du sein, et chez l'homme, les cancers de la prostate, puisque prostate et sein sont des organes où il y a beaucoup de récepteurs hormonaux. Donc, ils sont là. Il y a chez les enfants, peu de gens l'expriment aussi, mais c'est pourtant vrai, à la fois les allergies et l'asthme. Oui. Ce sont des effets très importants. Et puis, il y a les stérilités. Et là, je suis dans mon champ, et si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. C'est-à-dire que sur la gynéco, on a des désordres. Chez les enfants, vous l'avez dit, Florent, à juste titre, ce sont les pubertés précoces. Alors, pardon de vous interrompre. Dites-moi. À propos de la puberté précoce, nous avons découvert ce phénomène grâce au professeur Charles Sultan. Absolument, qui est à Montpellier. Qui est pas un petit. Et comme chaque année, on va en séminaire sur tout ce qui est maladie, tout ce qui est cancer, pesticides et autres, il a abordé ce sujet. C'est pas la première fois qu'il l'abordait. Et ça, il s'est adressé à nous, hommes, en indiquant, pour les hommes, faites attention, vous avez en face de vous une enfant de 9 ans. Une enfant qui a les seins de Tati, qui a des seins comme Mamie, qui a un corps comme sa Tati, qui a un besoin sexuel exactement au même niveau que cette tante de 34-40 ans. Et là, il nous dit, monsieur, faites très attention, c'est une enfant de 9 ans que vous avez en face de vous. Et on constate une chose, c'est que nous avons de plus en plus d'enfants atteints de cette maladie qui circule, que l'on soigne, ça se soigne, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais aussi au niveau des petits bébés, des hommes. J'oublie le terme scientifique, il nous expliquait, l'enfant naissait avec les testicules rentrés, qui étaient dans la bouche, qui ne descendaient pas. Oui, ça s'appelle une cryptorchidie. Je préfère vous l'entendre dire, parce que ce sont des mots très scientifiques, je ne suis pas scientifique. C'est la crypte. Mais il nous a appris tout ça, il nous a montré les effets de tous ces éléments-là. Et c'est pourquoi nous insistons auprès du téléspectateur. L'homme, faites attention, elle a 9 ans. Oui, vous touchez à quelque chose, mais ce serait bien, enfin éventuellement, vous savez que c'est aussi un de mes dadas, la lutte contre l'inceste et la pédophilie. Mais là, on va se rester centré sur la santé. Moi, je veux bien revenir, Florent. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Tout le plaisir pour nous, c'est de vous recevoir et surtout d'écouter pour comprendre. Donc, ne pas se lancer quand on entend des choses les pires dans notre société. Vous êtes gynécologue, vous connaissez votre métier. Nous, on rencontre des scientifiques, de temps en temps nous faisons passer des messages. Nous sommes combattus. On n'a pas de problème avec ça. Mais la réalité, elle est là. La triste réalité, elle est là. Et aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer librement dessus. Donc, la puberté précoce, effectivement, alors il y a un traitement, il est très lourd parce que ce sont des traitements freinateurs, donc avec des piqûres quotidiennes, etc. Enfin, c'est lourd pour les petites filles. Et puis surtout, le traitement est lourd, mais ce qui est lourd, c'est de les voir
être en décalage, en décalage physiologique, en morphotype par rapport à leur classe d'âge. Et donc elles souffrent partout, dans les cours de récré, au stade, dans leur vie, enfin bon, et dans les agressions sexuelles, effectivement, dont elles sont victimes. Donc c'est une catastrophe. Sur les femmes, ces perturbateurs endocriniens, ils vont agir sur les ovaires, et ça, dès la vie fétale. C'est pas quelque chose qui soit exogène et qui apparaisse une fois qu'ils sont nés, les enfants. Ça commence à se produire dès la vie fétale. C'est-à-dire que les ovaires vont développer. Alors on va pas rester longtemps là-dessus, mais des ovaires polykystiques. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un beau follicule mature tous les mois qui peut être fécondé et donner naissance quelques mois plus tard à un enfant, en fait, l'ovaire est un peu fou, pas très contrôlé. Il sort plein de follicules dans tous les sens. C'est une éclosion de petits follicules à l'intérieur, mais aucun n'arrive à maturité. Donc, elles vont développer une stérilité. Et ces ovaires dystrophiques, ovaires polykystiques, représentent 50% des stérilités féminines. Il y a l'endométriose. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est. Et l'endométriose, c'est 20% des femmes aujourd'hui. 20% des femmes. Donc c'est énorme. En même temps, chez les garçons, qu'est-ce que ça donne? Alors, chez le garçon, il n'y a pas d'effet in utero, si ce n'est, mais c'est pareil pour garçons et filles, c'est-à-dire qu'un impact des perturbateurs endocriniens qui vient très très tôt dans la grossesse va perturber la période qui est très précoce, c'est la 8e, 9e semaine de grossesse, et c'est une des premières différenciations des organes, c'est que nous avons tous embryons en commun la même voie de différenciation sexuelle. Nous avons été pareils, Florent, vous et moi, à un moment donné dans notre vie fétale. Et puis très tôt dans la grossesse, sous l'influence, alors là, c'est le fameux XX, XY, donc que nos pères et mères nous ont transmis. Eh bien, sous l'influence de ces gènes sexuels, il va y avoir une évolution vers la voie de différenciation sexuelle garçon ou vers la voie de différenciation fille. Mais si à ce moment-là, l'impact de ces perturbateurs endocriniens est massif et lourd, eh bien cette différenciation va mal se faire. Donc chemin faisant, elle n'est pas complète ni dans un sens ni dans l'autre, et donc ça donne des hermaphrodismes et des voilà. Donc il y a des perturbations chez le garçon, il peut y avoir ça, les cryptorchidie que vous avez décrites, mais des anomalies sexuelles avec des micropénis, des choses comme ça. Enfin bon. La féminisation de l'espèce mâle, la masculinisation de l'espèce femelle. Seralini avait travaillé beaucoup sur ça, le professeur Gilles Seralini. Et lors des séminaires, nous avons entendu tous ces termes-là. Oui, donc voilà, mais on va. Donc maintenant, chez le garçon, donc sa perturbation, parce que je commençais à rentrer dans le débat sur la thématique de la stérilité. Oui, aussi. La stérilité des femmes, elle est due à la perturbation des perturbateurs, surtout in utero, parce que leurs organes qui produisent les ovaires, ils deviennent défaillants et l'endométriose s'installe. Chez les garçons, c'est essentiellement l'effet de consommation, c'est-à-dire que on a des stérilités masculines. On sait que quand un couple vient nous consulter, la moitié des cas, il y a une responsabilité médicale chez l'homme et dans l'autre moitié chez la femme, contrairement à ce que pendant des siècles on a pensé. On a toujours pensé que c'était les femmes qui étaient toujours responsables de ces difficultés à concevoir un enfant. On en est revenu. Donc, ce qu'on sait, c'est aujourd'hui, nous faisons de plus en plus appel à la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire que les troubles de la fertilité sont devenus massifs et majeurs. Et donc, les personnes, les couples qui souhaitent concevoir un enfant n'y arrivent souvent, et beaucoup plus souvent qu'avant, pas, et donc doivent avoir recours à des techniques de procréation médicalement assistée. Je vais vous dire juste 2 chiffres qui sont
très éloquent pour comprendre ces méfaits des perturbateurs endocriniens sur les dernières décennies. Quand, au début de mon activité médicale, donc il y a 30-40 ans, pas tant, 30 ans, on estimait qu'est-ce qu'un spermogramme normal. Et donc, un spermogramme normal, il y a des critères. Il nous faut le volume. Donc, on disait un volume d'éjaculation, un éjaculat 3 millilitres. Une présence de spermatozoïdes, on disait 100-120 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et puis, on regardait au microscope quelle était la qualité de ces spermatozoïdes, parce qu'il ne la peine d'en avoir plein, il faut encore qu'ils soient fonctionnels. Donc, on exigeait, pour dire qu'un sperme était normal, que parmi ces spermatozoïdes, il y en ait au moins la moitié, 50%, qui soient, dans notre jargon, fléchants, c'est mobile, et qui soit fléchant, c'est-à-dire qu'il trace en ligne droite, parce que celui qui zigzague n'est pas terrible pour la course à l'ovocyte. Et puis, les formes, parce que vous savez, vous avez bien en tête l'image du spermatozoïde avec sa tête, son corps, son flagelle. Eh bien, il y en a qui sont bicéphales, d'autres qui ont un tout petit corps, d'autres qui ont plusieurs flagelles. Donc, tout cela ne sont pas utilisables pour la reproduction. Et donc, c'était 50-50-50, fléchant en forme normale. Eh bien, donc ça, c'était pour considérer un sperme normal. Et quand le sperme n'affichait pas toutes ces qualités-là, tous ces éléments-là, on le considérait comme fragile, et donc ces couples étaient envoyés en consultation de stérilité. Aujourd'hui, on considère, je vais vous donner les critères, alors en 30 ans, il y a eu 4 fois des changements de normes pour parler d'un sperme normal. Aujourd'hui, volume de 3, on accepte en volume normal 1,5. Spermatozoïdes, eh bien, c'était, je vous ai dit, 100-120 millions par millilitre. Aujourd'hui, nous considérons normal, restez assis, Florent, 15 millions. Il y a de quoi tomber de sa chaise. Oui, c'est pour ça que je vous ai conseillé de rester assis. Les formes normales, c'était tout ça, c'était 50 fléchants et formes normales. Et maintenant, on accepte même plus de 15% de formes normales. Donc, est-ce que vous imaginez de ce que ça dit de la dégradation des spermes ? Alors, pardon, dans cette dégradation, on est à quel niveau, là, des naissances en Martinique? Ah ben, ça est-ce qu'on a régressé? Est-ce qu'on fait un long tout le temps et puis on a des enfants? Alors, comment ça se passe? Comme dans plein d'endroits, je veux dire, il n'y a pas que la Martinique. Moi, j'ai regardé les chiffres des naissances pour pouvoir comparer 2015-2020. C'est les derniers chiffres que nous ayons. Alors, je ne veux pas les écorcher et je ne veux pas les mentir, donc je vais vous dire ce que j'ai relevé. 2015, c'est le moment où, jusqu'en 2015, en France, on était à au-dessus de 800 000 naissances annuelles. Donc c'était calibré, on nous disait combien il y a de naissances en France, 800 000, on était cool. En 2015, c'est l'année où on est passé juste FISA en dessous, donc à 1000 et quelques près, mais c'est la première fois. Et depuis, ça va quand même décrescendo. En France, tout territoire confondu aussi. Et en 2020, on est passé donc à 736 000. Donc vous voyez qu'il y a une chute sur ces 5 dernières années, une baisse de 8% des naissances en France. Tout territoire confondu. Eh bien, la Martinique, c'est pour ça que je prends encore mes chiffres. En 2015, nous avions 3 972 naissances en Martinique et nous sommes passés en 2020 à 3 530. Et donc, lorsqu'on fait le même calcul, ça veut dire que la Martinique, elle, a perdu 11%. C'est une chute de 11%, alors qu'en métropole, elle est de 8%. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé cette année, on va revenir juste dessus de ce qu'on a après, c'est les décès en Martinique. C'est-à-dire que, vous savez que pour les démographes,
il y a 2 indices qui sont vachement importants pour savoir comment évolue une population, et c'est le solde naturel. Qu'est-ce que c'est que cette notion de solde naturel ? Le solde naturel, c'est l'écart entre les naissances et les décès dans un territoire. Eh bien, pour la première fois, et ça c'est terrible pour la Martinique, 2020 fut l'année où le solde naturel est négatif. C'est-à-dire que nous avons eu plus de décès que de naissances, et c'est la première année où ça se passe en Martinique, puisque nous avons eu 3590 décès et 3530 naissances. Donc là, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui n'est pas que martiniquais. Alors, parce que, pareil, quand on parle, et tout le monde, et notamment là où nous arrivons à la période électorale, tout le monde s'exprime sur le départ des jeunes et le non-retour. C'est le 2e indice pour tester, c'est le solde migratoire. Et donc, ils ne reviennent pas. Pareil, vous aurez plein d'autres qui vous diront, c'est pas la peine que moi je rentre là-dedans, c'est-à-dire que ce solde migratoire négatif, c'est peut-être parce qu'on manque d'attractivité, et que peut-être que si on facilitait le retour de nos enfants, peut-être que certains reviendraient, mais c'est un autre débat, c'est pas le nôtre aujourd'hui, je crois, Florent. Mais tout le monde dit, c'est le départ des jeunes. Ah ben non, pardon, c'est bien sûr le départ des jeunes. Mais c'est aussi, mais il n'y a pas que ça. C'est que ce départ des jeunes fait que, quand vous regardez, et vous savez très bien, vous qui êtes un homme de science et de savoir, que lorsqu'on regarde la répartition d'une population, la démographie d'un pays, sur la représentation, ça ressemble à un sapin Noël, avec les femmes à droite, les hommes à gauche, et par classe d'âge en montant jusqu'au sommet. Et bien sûr, nos aînés sont les classes d'âge qui se raréfient. Mais c'est un sapin avec une pente douce, quoi. Et quand vous regardez actuellement cette représentation démographique de la Martinique, eh ben adieu le beau sapin à pente douce, c'est-à-dire que vous avez effectivement le sommet qui a la même pente, puis tout d'un coup il y a une énorme cisaille de part et d'autre, et ça, la cisaille, c'est la classe d'âge des 20-40 ans. Et c'est eux qui font des enfants. Donc effectivement, ils peuvent pas être au rendez-vous de nos naissances et de la natalité, puisqu'ils sont pas sur le territoire. Mais ceux qui sont là subissent les méfaits des perturbateurs endocriniens. Donc on a une espèce de cumul. Et je vous ai déjà entendu dire l'effet cocktail. Mais l'effet cocktail, c'est l'addition de tous les perturbateurs, bien sûr. Et vous avez 1000 fois raison de le dire, parce que les gens disent « Oui, je fais attention, j'ai écarté tel ou tel produit de ma consommation. Parce que, comme je vous ai dit, les moquettes, les retardateurs de flamme, nos canapés hydrofuges, on peut renverser la tasse à café. Mais tout, les maquillages, etc. Mais il y a aussi les produits ménagers, parce que la qualité de l'air que l'on respire, et donc, par exemple, je ne sais pas où on en est, sinon on a encore le temps, vous me direz. Oui, on a encore le temps. Ok. Je voudrais attirer l'attention sur la maternité. Et il ne me semble pas que la Martinique ait bougé par rapport à ça. Il y a une notion, tout à l'heure on a démarré en parlant de l'allaitement. Et donc, à partir de ce que je vous avais dit, l'effet Letch, on avait identifié à ce moment-là une notion très particulière que moi me donnait des frissons dans le dos. On a identifié les maternités amies des bébés, comme si les autres n'étaient pas amies des bébés, parce qu'ils se mettaient au lait maternel. Et ben, il y a une autre notion dont je n'ai jamais entendu parler en Martinique, c'est la notion de maternité sans perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous savez, Florent, qu'il y a un mouvement en métropole? Moi, par exemple, je vais vous parler de la région Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 34 ou 36 maternités publiques. Eh bien, elles sont toutes maternités sans perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de biberons, il n'y a plus de biberons en plastique. Ils n'acceptent plus pas les cadeaux des labos,
parce qu'ils sont bourrés de tas de trucs. Ils ne désinfectent plus les nacelles, les lits de bébé avec les désinfectants, les produits qu'on utilise habituellement. Pour nettoyer les sols, il n'y a plus de produits du commerce, c'est fait de manière naturelle. Voilà, enfin, il y a toute une... Et ils aèrent, etc., etc. Donc, ça... Je suis très surprise parce que la Martinique, mais je ne l'ai même pas vu mettre le bout du bout de l'ongle dans cette histoire de maternité sans perturbateurs endocriniens. Enfin, je veux dire, on a plein de choses à faire. Alors, vous allez me dire, mais qui est derrière ? C'est l'ARS. Je vais vous dire, bien sûr, c'est l'ARS, mais l'ARS ne peut le faire qu'avec un accompagnement et un désir et une demande de la population et des élus. Oui. Donc, vous imaginez le pauvre directeur de l'ARS se brandir demain en disant « Eh ben, on va se mettre à maternité sans... » Mais il se fait jeter comme un malpropre, puisque, quelles que soient les orientations politiques dans ce pays, on a toujours tendance à dire que ce qui vient de ce côté-là est mal, de ce qui vient de l'État. Or, diable, diantre, il y a urgence à faire, quoi. Donc, moi, je m'en fiche d'où ça vient, mais je voudrais qu'on s'y mette, je voudrais qu'on fasse. Et donc, c'est un espace, cette maternité, le séjour des mamans à la maternité, c'est un espace merveilleux pour leur apprendre ça, à se détoxifier et à écarter de leur vie et de la vie de leurs enfants ces perturbateurs endocriniens. Et donc, je suis très heureuse parce que je vous disais, la maternité, on est en retard, mais j'ai rencontré une jeune femme martiniquaise qui lance une production, je pense j'ai cru comprendre qu'elle est la première à le faire, elle est la seule à faire, à proposer localement des produits pour bébés, à partir du moment où la diversification alimentaire peut se faire, avec des produits locaux, c'est-à-dire qu'il y a du circuit court, elle évite les perturbateurs endocriniens, il y a des produits locaux, elle initie le goût des enfants natifs aux productions locales, et c'est une merveille, et c'est vers ça qu'il faut aller, effectivement. Donc, voilà, vous êtes au courant de cette... Si, nous nous battons pour que cet enfant, pardon l'expression, elle est plus petite que ma fille. Bon, elle doit pouvoir monter en puissance. Absolument. C'est pas normal que nous puissions, dès la sortie du sein d'un bébé, l'alimenter avec tout ce qui est alimentation extérieure. Il peut en aucun moment prendre le goût martiniquais. Or, nous avons rencontré cet enfant, cette fille, elle est très courageuse, elle a mis tout ce qu'il faut, elle reçoit des produits sains, des produits naturels, et qu'elle transforme, qu'elle met dans... Il y a plusieurs recettes. Il y a différentes choses qu'elle fait de manière à pouvoir alimenter le bébé. Et une fois que cet enfant aura pris le pli, il va continuer à monter. Les cantines, les cuisines vont prendre le relais, vont continuer à donner à cet enfant l'alimentation locale. Et à sa majorité, il est complet, il est tranquille, il continue à avancer. Et c'est un pouvoir détoxifiant. Souvent, nous entendons parler de la détoxification. Il faut savoir que la détoxification passe par la nourriture. Et avec un suivi médical, bien évidemment. Ah, oui, quand même. Un grand suivi médical. Maintenant, nous encourageons. Il faudra qu'un de ces 4 matins qu'on l'invite pour l'écouter, pour comprendre ce qu'elle fait. Elle est courageuse, elle ne lâche pas prise, elle avance. Mais il faudra aussi que le Martiniquais s'intéresse. Oui, parce que j'ai cru comprendre que sa production, je veux dire, on trouve son entreprise, elle place ses productions dans certains centres commerciaux de l'île, mais c'est encore très intimiste. Et moi, j'encourage ça. Et je crois qu'il faut articuler à la fois la sortie des perturbateurs, ce mouvement que j'appelle de tous mes voeux, pour aller vers une maternité sans perturbateurs endocriniens et pour accompagner ce genre de production. La Martinique mérite ça. Le pays, c'est sa population, nos enfants, ceux à venir et ceux d'aujourd'hui méritent vraiment qu'on se batte pour qu'ils obtiennent une qualité de vie qui est bien différente de ce Il manque un maillon à la chaîne qui parle de mon expérience de vie. Je suis papy 4 fois.
Mes 4 petits-enfants ne sont pas martiniquais. Ils ne sont pas nés ici. Donc ils ne peuvent pas être recensés. Or, tous nos enfants sont à l'extérieur, ils enfantent à l'extérieur, ils sont recensés à l'extérieur. C'est pour demander à nos enfants, au moins de la maternité, de revenir ici. De manière à pouvoir accoucher ici, pour qu'on puisse redresser là-bas. C'est très facile ce que nos politiques sautent en ce moment. Nos jeunes s'en vont. Nos jeunes s'en vont, oui, ils vont travailler là-bas, mais ils enfantent là-bas. Donc ils ne sont pas recensés ici. Oui, mais pour qu'ils reviennent, il faut quand même leur offrir une qualité de vie, Florent. Il faut remettre la Martinique au travail. Absolument. Donc il faut leur ouvrir des postes, etc. Enfin, donc il y a tout à faire. Enfin, à la fois c'est un enjeu terrible de dire il y a tout à faire, et à la fois c'est un enjeu merveilleux, quoi. Comment ne pas réussir quand il y a tant de choses échouées aujourd'hui? Donc demain nous appartient. Oui, non seulement, vous voyez, nous sommes partis de la naissance d'un bébé qui arrive dans ce monde debout. J'insiste. Vous avez le plaisir, avec toute votre équipe, de donner naissance, de donner vie, faire sortir, les faire arriver dans notre société. Mais il faut que derrière, en face, qu'on fasse le nécessaire pour que eux qui sont dans le berceau, qu'on puisse les respecter. Et c'est ça que nous condamnons. Ce mépris clairement affiché que nous avons par rapport à ceux qui sont dans le berceau. Ils n'ont pas demandé. C'est pourquoi, avec des émissions comme la vôtre, je vous ai écouté religieusement, le téléspectateur pareil, il a compris. Et c'est comme ça qu'on peut faire sortir des choses, faire émerger. Je reviens à j'insiste sur l'enfant, cette jeune dame, elle a compris. Elle se donne tout ce qu'il faut, elle donne à fond. Maintenant, il faut l'accompagner, et nous faisons ce qu'il faut pour l'accompagner. C'est l'entreprise Tibouboune. Et lorsque vous allez dans n'importe quel centre commercial, vous voyez Tibouboune, vous devez dire, attends, c'est ce pays, nous devons l'accompagner. Nous devons acheter du local. Nous devons faire en sorte que nos enfants reviennent au local. Et là, à ce moment, on pourra clairement s'adresser à nos producteurs. Nous avons la capacité, la possibilité de pouvoir faire de l'alimentation propre en Martinique. Un exemple. Qui ne connaît pas Bokodji, yam sauvage, qu'on va chercher dans la brousse. C'est pas une grande brousse, hein. On va chercher en forêt. Et elle est très bonne. Coco bouic, toutes ces choses-là, enfin, je peux vous en citer pas mal. On peut revenir à tout ça et faire en sorte que nous pouvons petit à petit basculer vers la production locale, la consommation locale. Et c'est pour ça que nous militons très fortement. Et vous avez raison, ce cocktail pesticide, toutes les combinaisons que nous avons, qui sont à l'origine de beaucoup de cancers. Et quand nous allons en séminaire, quand nous écoutons les profs, c'est pas des petits bonhommes, hein, Charles Sultan, des Séralini, là, bon. Il faut être assis, hein. Et il faut se mettre à terre simplement, hein, pour ne pas tomber de l'armoire. Parce qu'eux, ils parlent cash. Ils ont raison. Quand ils nous ont parlé de la notion glyphosate, c'est Gilles Séralini qui a fait tomber Monsanto au niveau mondial. Nous, on a tendance à écouter ce que l'État nous dit. Glyphosate. Mais personne n'a jamais acheté de glyphosate. On achète du Roundup. Et c'est quand il nous a fait la démonstration sur comment est composé ce produit. La molécule de base. Ensuite, on a les composants hydrocarbures et les adjuvants. Et c'est là qu'on a un produit complet qui arrive et qui nous amène tout ça. Et quand on voit, quand nous sommes en train de militer fortement, et c'est là aujourd'hui le gros débat mondial, les analyses de l'eau, de boisson, on va chercher que les molécules de base. Et ils nous demandent d'insister, de matraquer, de taper sur nos parlementaires pour qu'ils puissent faire modifier la loi, pour qu'on puisse faire les vraies recherches. Élargir. C'est beaucoup plus élargi. Là, aujourd'hui, quand on regarde toute la littérature qui existe dans ce domaine, c'est avec plaisir qu'on va vous faire revenir de manière à pouvoir faire en sorte que, bon, nous sommes certains, le téléspectateur, il écoute. Et quand il a écouté, il comprend. Et ça, c'est pourquoi je vous dis, contre tout,
Vous êtes d'accord, vous prenez l'abonnement? Moi, quand je reviens, quand vous le voulez. Sans problème. En tout cas, nous sommes pas très loin de la fin de notre émission. Bon, ce que nous pouvons dire déjà au départ, c'est vous remercier. Et si vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, je pense que je pourrais on a fait le tour à peu près de. Vous avez commencé en me disant la maternité. Ben oui, la maternité, c'est toute ma vie. Juste un truc que je vous ai pas dit, c'est que je suis une féministe. Mais je pense que vous l'avez compris dans mes propos, oui. Et que j'ai eu la chance de pouvoir allier ça, c'est-à-dire je fais une profession médicale, mais je ne suis pas que médecin, c'est-à-dire que dans l'exercice dans mon exercice professionnel, dans ma vie professionnelle, je suis en parfaite harmonie avec mes combats engagés, et mes combats sont les femmes et les enfants, et notamment la lutte contre l'inceste, la pédophilie, mais la qualité de vie de nos enfants, etc. Donc, j'essaie de conjuguer et de rassembler à peu près de manière cohérente celle que je suis. Donc, c'était pour vous dire que si je peux vous aider, vous soutenir, répondre à des questions, rendre donc, bien sûr que je serai toujours partante, et je vous remercie pour votre confiance. En tout cas, merci, vous le faites pour une Martinique autrement. Ah ben oui, je suis membre de Renaissance. Oui, je ne suis pas membre de Puma, mais je fais pour Puma, je le fais pour vous, bien sûr. Pas besoin d'être... Non, mais je le fais pour vous, évidemment, on le fait pour la Martinique. parce que vos combats sont justes et ils méritent d'être soutenus et accompagnés, et je vous remercie. Merci encore. Tout ce que je peux vous dire, madame, mes respects. Merci. Et puis, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci d'avoir écouté. C'est Ottilia Ferreira, gynécologue, qui vous a apporté un peu d'informations. Mais avec ce que vous avez entendu, vous avez compris qu'il se passe quelque chose que nous devons corriger en Martinique. Notre alimentation. Merci encore. Merci beaucoup.